Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme qui, derrière chaque rire, glisse une vérité, une gêne parfois, une tendresse souvent, un rire toujours. Il a grandi au Havre dans une famille modeste où l'on apprend tôt que rien n'est acquis, que chaque voix doit se mériter. À 14 heures, le diagnostic tombe, une tumeur au poumon. Une adolescence mise entre parenthèses, mais aussi, peut-être, le début d'un chemin. Celui qui transforme les silences en matière, la douleur en outil, l'expérience en mots justes. Il ne cherche pas la lumière, il l'interroge. On le découvre sur YouTube, on le suit sur scène, à la radio, au cinéma. Il passe d'un format à l'autre, comme on change d'angle, sans jamais perdre le cap. Son cap, c'est celui d'un humour qui ne flatte pas. Un humour solide, lucide, qui questionne, qui bouscule. Il a participé à l'âge d'or de Golden Moustache, les virages de la création, les vertiges de l'exposition. Et aujourd'hui, il continue d'ouvrir des brèches. Dans son nouveau spectacle, Contexte, il parle de nous, de lui, de ce monde qui chancelle. Il écrit, il joue, il chronique. Et derrière chaque format, une seule obsession, faire entendre ce qu'on n'entend plus, ce qu'on n'entend pas, ce que certains décident de taire ou de faire taire, porter la voix, les voix qu'on oublie, dire ce qui dérange, mais le dire avec humour, avec élégance, avec la grâce de ceux qui ont traversé. Il est avec nous aujourd'hui. Merci Hakim Omiri d'être avec nous. Merci beaucoup, sacré portrait, ça fait plaisir. Sacré invité. Je suis tellement heureuse de t'avoir avec nous. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? On va dire que c'est en chemin. On a commencé à monter la première marche et on est au début de l'escalier. On verra vers où ça mène et à quel étage on s'arrête. Tu as grandi au Havre. Ouais. Tu dis dans une famille modeste. Ça veut dire quoi, une famille modeste ? C'est-à-dire qu'à la base, ma mère, elle a grandi dans une famille qui était clairement pauvre, mais qui, avec le temps et la solidarité familiale, a réussi à monter des projets et à sortir de sa condition sociale. Et on a atteint, quand j'étais adolescent, la classe moyenne. Et aujourd'hui, je pense qu'on est assez bien, en tout cas au-dessus de la moyenne française. On s'en sort très bien. Parce que quand tu sais que 80% des Français gagnent moins de 1008 par mois. Nous, on est un peu au-dessus, donc on n'est pas à plaindre. T'as des frères et sœurs ? Mes parents sont séparés très tôt. Mon père s'est remarié, il a eu une fille et un fils, donc j'ai un frère et une sœur de ce côté-là. Et ma mère, elle s'est remariée avec mon beau-père qui avait déjà un fils. Et du coup, on avait quasiment le même âge. On a grandi ensemble, du coup aussi, j'ai un demi-frère par alliance, quoi. Mais tu es le fils unique de ta mère. Voilà, c'est ça. C'est pas rien. Ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est pas rien. Tu rêvais de quoi, enfant ? Un peu de ça, hein, de faire rire les gens, de monter sur scène, de parler à des salles et d'unir les gens avec un rire qui a du sens. T'avais des icônes ? T'avais découvert... comment tu découvres l'humour ? Parce que quand on est enfant, est-ce qu'on a des gens qui nous inspirent à ça ? Ouais, moi j'ai eu Coluche très tôt. Ensuite, forcément, Jamel. J'ai eu les inconnus et les nuls aussi qui m'ont beaucoup inspiré. Ce qui fait qu'au départ, je ne savais pas exactement si je voulais faire que de la scène, si je voulais faire des sketchs à la télé. C'est des choses qui me semblaient tellement éloignées. Je ne savais tellement pas comment on commence, à qui il fallait se présenter, ce qu'il fallait faire. Aucune idée, parce rien. Que tes parents n'étaient pas du tout artistes, pas du tout. Aucune connexion, aucun réseau. Non, ouais. Donc c'était un rêve. C'était un rêve et aucune idée du chemin qu'il fallait parcourir pour l'atteindre. Donc, après, adolescent, tu le racontes, je tombe malade. C'est important ça. Et ce qui est intéressant, c'est que nos invités
Ouais. souvent nous raconte, on a reçu Alex Good il n'y a pas longtemps qui nous racontait qu'un accident à 11 ans l'avait défiguré, qu'il a dû subir je ne sais combien de chirurgies esthétiques. Mmh. Et finalement, souvent, chez ces enfants qui ont reçu un choc, un drame, il y a une ressource extraordinaire et créative. D'ailleurs, dans ton dernier spectacle, tu parles de ta tumeur Ouais. au poumon. C'est pas rien. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. Enfin, j'ai 14 ans quand je l'apprends et tous les traitements, les soins, ça a duré quasiment 1 an et demi. Puis après, c'est de la rémission, donc ça va. Mais Quand on a 14 ans et qu'on apprend ça, comment on le vit déjà? Est-ce que quand on est un jeune adolescent, est-ce qu'on a conscience des risques? En fait, j'apprends les choses au fur et à mesure. C'est-à-dire que mes parents et les médecins, je sais pas s'ils ont, enfin, les médecins, je sais pas s'ils ont voulu me préserver. Des fois, il y a aussi le fait qu'ils osent, ils osent pas dire les choses. Ils le disent aux parents et puis après, les parents gèrent. Et au final, j'apprends que j'ai une tumeur par hasard. C'est-à-dire qu'au départ, on me dit que je suis malade, on me dit pas ce que j'ai. Il se passe 15 jours jusqu'au moment où, dans un ascenseur, j'entends un des internes qui dit ce que j'ai au professeur en demandant des informations dessus. Donc là, je comprends que c'est un truc sérieux. Donc là, comme je l'apprends un peu par hasard, après, bah, du coup, il y a une réunion avec mes parents. Donc ils prennent le temps de m'expliquer ce que j'ai. Ils m'annoncent qu'il y en a pour au moins 8 mois de traitement. Et puis au final, c'est un peu plus parce qu'il y a des chimios, il y a des radiations, il y a des opérations, il y a des autogreffes, etc. Et en fait, ils veulent faire en sorte d'être sûrs que ça ne revienne pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es traité, ils disent en gros, il n'y a plus rien, mais pour éviter la récidive, on va continuer le traitement pour se garantir que ça aille mieux longtemps, quoi. C'est quand même extrêmement rare, si jeune, d'avoir cette tumeur au poumon. Est-ce que tu es allé chercher une explication? Est-ce que tu l'as vu comme un message? Des fois, les gens te disent il y a un avant ou après. Je ne l'ai pas vu comme un message, non. Et le truc, c'est que oui, c'est grave. Oui, je l'ai appris après, mais les médecins ont dit à ma mère, quand ils l'ont découvert, il faut qu'il se fasse opérer rapidement parce qu'il peut s'étouffer. Parce qu'en fait, ça m'empêchait de respirer. Et donc oui, c'est grave. Au début, j'en ai pas forcément conscience. Mais surtout, j'arrive dans un étage qui est la pédiatrie. Et je suis le plus âgé en vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai 14 ans, mais à l'étage, j'ai des gamins qui ont 4 ans, qui ont 6 ans, qui ont 8 ans. Et, et donc, je me sens, entre guillemets, plus chanceux qu'eux parce que moi, on peut m'expliquer les choses et je comprends. Alors que expliquer à un gamin de 4 ans qu'il n'a pas le droit de descendre de son lit, qu'il n'a pas le droit de faire ci, qu'on va encore le piquer, etc., machin, ça, c'est beaucoup plus dur pour les parents. Et donc, dans mon malheur, je me sens quand même un peu plus chanceux que les autres. Ça parle bien du trait de ta personnalité, la positivité. C'est quelque chose, quand on enquête sur toi pour préparer cette interview, Ouais. on ressent une sacrée positivité. En tout cas, c'est ce qui émane de tous tes partages. Comment cette épreuve a transformé ton regard sur la vie et peut-être même sur le rire, l'envie de rire, l'humour? Alors, je pense que ça n'a pas changé ma façon de voir les choses. Par contre, je pense que ça a renforcé ma façon de les voir. C'est-à-dire qu'avant de tomber malade, j'étais déjà quelqu'un de positif. J'étais déjà quelqu'un qui voyait... En fait, à mes 10 ans, en CM2, j'ai mon voisin de classe qui est décédé à l'école. On faisait un foot dans la cour de récré. Le ballon, il est allé sur le toit du gymnase, en gros. Et nous, on allait souvent le chercher, ce ballon, par nous-mêmes. Et lui, il est monté. Et en fait, sur ce toit, il y avait des dômes de lumière pour laisser passer la lumière en dessous. Et il a marché dessus. Il est passé au travers et il est décédé. Et ça m'est arrivé en fin de CM2. Et ça m'a marqué. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, en fait, gamin, tu peux aussi mourir. Et du coup, dès le collège, j'avais déjà une façon différente de voir les choses à cause de mon copain de 10 ans qui était décédé. Et ensuite, quand moi je tombe malade et que je découvre ces choses-là, en fait, je
je me dis que du jour au lendemain, en fait, on peut décéder et que la vie n'a pas grand sens. La fragilité de la vie. C'est ça, tu peux traverser et c'est fini, quoi. Tu peux avaler une cacahuète et c'est fini. Il y a plein de manières de mourir. On est des êtres très fragiles. Et donc, très tôt, je me suis dit qu'il fallait donner du sens à la vie. Et donc, quand je suis arrivé au collège dès 11 ans, on commence à te dire, ouais, quel métier tu veux faire plus tard, quel parcours, parce que je suis en général. Il y a des gens qui sont déjà orientés vers du technique, professionnel, etc. Et moi, j'ai aucune idée de ce que je veux faire, mais je veux faire un truc qui a du sens. Du coup, je réfléchis, je me dis peut-être pompier, j'ai envie d'être pompier. Je me dis, quitte à faire un métier pendant 40 piges, autant faire un métier qui sert aux autres. Et puis, donc, je tombe malade, mais le pompier, le parcours de pompier, c'est pas possible, etc. Et depuis gamin, depuis le CP, j'aime faire rire les autres. Donc je me dis, en plus je passe longtemps à l'hôpital, je regarde Jamel à la télé avec H et ce genre de choses. Et je me dis, bon, peut-être qu'il faut essayer de faire ça en fait. Peut-être qu'il faut essayer de faire un truc qui fait rire les gens, qui a du sens pour toi, qui va te rendre heureux, qui va rendre d'autres gens heureux. Au début, je me dis pas forcément qu'il y aurait forcément du sens dans chaque rire. Je me dis que ne serait-ce que l'absurde permet de décompresser et juste faire rire les gens, c'est déjà une réussite en soi, quoi. Et donc je me dis qu'il faut que j'essaie de faire ça. Donc je reste dans le général, dans le parcours général le plus longtemps possible parce que je me dis que je veux pas m'enfermer dans une voie où je vais me limiter mes chances. Je vais vers un bac L pour essayer de comprendre la lecture, la littérature, ce genre de choses. Et puis parce que le scientifique, je sais que... J'ai pas de difficulté avec le scientifique, mais je sais que j'ai envie de bosser le moins possible dans des trucs qui n'ont pas de sens pour moi. Et puis la littérature, ouais, c'est l'amour des mots, c'est la philosophie. Exactement. Apprendre à se poser des questions. Je découvre la philosophie à ce moment-là. Et en vrai, quand je découvre ça, je me dis, mais c'est pas normal qu'on apprenne la philo aussi tard. Je me dis, la philo, ça devrait être apprise, je sais pas, dès le collège, quoi. Absolument. On devrait se poser des questions sur le sens de la vie, très tôt, quoi, pour que les gens se posent des questions sur eux, sur ce qu'ils ont envie de faire, sur ce qui a du sens. Et bref, c'est pas moi qui vais changer les choses à ce moment-là. Je me dis, bon, on va juste s'adapter au monde dans lequel on est. Et en DUT... tu penses quand même... DUT, c'est quoi? C'est le commerce, c'est ça? Ouais, DUT-TC, parce que je me dis, j'ai des facilités à parler aux gens. Et en fait, dans ce DUT, je sais pas, ça me parle pas, en fait. Je me dis, j'ai pas envie de vendre des trucs aux gens. Le commerce, alors... Ouais. Parce qu'on sent que tu es tellement dans l'humanisme. Ouais, on t'imagine pas du tout dans le commerce. C'est ça, en fait. On m'a orienté vers ça en me disant, t'es à l'aise pour parler en public, etc. Ça peut être quelque chose qui te parle. Tu sais, les conseillers d'orientation, ils voient quand t'as du mal à parler aux gens, quand t'es timide et tout. Bref, on m'a orienté vers le commerce, la communication, en me disant, ouais, tu devrais gagner de l'argent, tu devrais t'en sortir. Mais en fait, quand je commence à aller là-dedans, j'ai surtout le sentiment, moi personnellement, d'arnaquer des gens. C'est-à-dire que je leur vends des produits, mais je sais que ça vaut pas ça, que la marge que je fais, c'est ce que je vais... Et tu vois, il y a un truc de... Tu négocies, tu essaies de leur vendre un truc le plus cher possible, alors qu'en fait, tu sais que ça vaut pas ce prix-là. Et toi, tu as vraiment besoin de sens et de vérité. C'est ce que tu transpires, même dans ton travail, dans tes stand-up. Même dans tes témoignages sur les réseaux sociaux. Donc, tu quittes le DUT, c'est ça? Je le passe, mais en fait, je n'ai pas envie de bosser là-dedans. Ah, donc tu vas au bout du truc. Ouais, parce que mes parents... T'as le diplôme et tout. Parce que mes parents, en fait, je peux pas leur dire que j'ai envie de faire de l'humour, ça n'a pas de sens. On connaît personne dedans, ils savent pas comment on commence. C'est pas un métier. Voilà, tu vois. Donc, là, je commence à me mettre en place une stratégie. Je me dis, ok, je veux pas faire ça. Mais il faut que j'ai des diplômes pour assurer mes parents. Du coup, je leur dis que je veux faire une école de com à Paris, une école de publicité, parce que je me dis, ça me fera un bagage. Et puis, écrire des pubs, ça m'intéresse, parce que je me dis, les pubs, elles sont chiantes. Et à cette époque-là, on regarde les enfants de la télé, ce genre de choses. Et il y a toujours des best-of, des pubs les plus drôles, etc. Et je me dis, mais ça, je suis capable de l'écrire. Écrire des trucs sur des produits bidons et d'en faire des blagues et que ça marque les gens, je sais le faire. Donc, en fait, on sent que tu réfléchis beaucoup.
tu Oui, je me prends la réfléchis, tête. Hein. tu te poses des questions, mais c'est bien. Je cherche un moyen Ouais. de rentrer par la petite porte. Et je me dis, peut-être avec la pub, je vais écrire des trucs marrants, on va me repérer. Tu sais, je lis des trucs sur des gens qui montent des boîtes de pub qui sont deux, je sais plus comment ils s'appellent aujourd'hui. Mais en gros, il y avait deux rebeux. Et je me dis, ils ont monté une boîte de pub qui était à la mode à l'époque parce qu'ils cassaient les codes. Donc en fait, tu enquêtes, tu recherches, tu t'informes. C'est ça, je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris des livres sur comment réussir dans la pub et créer des trucs. Et puis... Une soif de vie. Et ce genre de truc, justement, c'est quand on a frôlé la mort et quand on a vécu la maladie, tu as comme une envie de vivre et une curiosité qui finalement est ultra productive. Parce que c'est pas rien d'avoir l'idée d'aller en bibliothèque. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que... t'aurais fait tes recherches sur Internet. Mais tu vois, alors oui, je suis curieux, et surtout, c'est trop bizarre de dire, mais j'étais créatif très petit. C'est-à-dire que moi, les jeux que je préférais, c'était les Lego. Mais pas pour faire forcément le truc qu'il y avait sur la boîte, mais pour créer mes propres choses. Donc j'ai toujours aimé créer mon truc, m'inspirer de ce qui est existant et voir comment on peut faire différemment. Et donc je choisis une école qui est l'ESP à l'époque à Paris. Et je m'inscris dedans, je passe un entretien, je suis pris. Donc tu viens tout seul à Paris? Je suis tout seul, ouais. On cherche un logement, je trouve un logement. Je cherche un truc pas loin de l'école. L'école, elle est pas loin de Trocadéro. Du coup, je trouve un truc à Neuilly, mais dans une cave, parce que on n'a pas les moyens d'avoir un truc de ouf. Donc, je suis pas loin de l'école, dans un beau quartier, mais dans un truc pourri. Et le truc, c'est que... en connaissant personne à Paris? En connaissant personne à Paris. Et si je choisis ce coin-là, c'est aussi parce que je connais rien des transports, etc. Donc je me dis, il faut un truc pas loin de l'école, comme ça je vais pouvoir y aller à pied. Ligne 1 direct. Voilà, exactement. Et donc la première année, je me rends compte tout de suite que le problème de la publicité, c'est pas que les gens sont pas créatifs, c'est que les gens qui commandent les pubs, ce sont des commerciaux, ce sont des marketeurs qui veulent reproduire constamment la même chose. C'est eux qui valident les idées, et du coup c'est eux la vraie barrière, en vrai, de la créativité dans la publicité. Et donc, je me dis, en fait, je ne vais pas changer les choses moi-même. Et puis surtout, dès la première année, je réalise que je me fais exploiter direct. C'est-à-dire que j'ai bossé pour la Coupe du Monde de rugby. Tu sais, on avait des devoirs à rendre sur des différents sujets. En fait, un des concours de l'année, c'était la Coupe du Monde de rugby qui arrivait à Paris l'année d'après. Et donc, je propose plein d'idées. Je propose plein d'idées super créatives. Et en fait, à la fin, je les présente aux gens, au comité qui vont réellement réaliser la Coupe du Monde de rugby. Et donc, ils ont pioché leurs idées dans tous les étudiants qui leur ont proposé des trucs. Et moi, j'ai plein de trucs à moi qui ont été faits pour la Coupe du Monde de rugby. Je me suis retrouvé avec un 14. Et eux, ils ont pris mes idées, quoi. Et je me suis dit, en fait, je me suis fait baiser. C'est-à-dire que moi, je paye une école, je produis des idées. À la fin, on me donne une note, on me file mon diplôme. Mais mes idées, elles ont été vendues à des agences de com. Où ils ont vendu ça des centaines de milliers d'euros pour la Coupe du Monde de rugby. Et moi, j'étais payé avec une note. Et là, tu découvres ce que c'est que la fourberie. Ouais, en fait, je découvre ce que c'est que le capitalisme, en fait. Et ça me rend fou. Et je me dis, ok, je vais pas m'épanouir là-dedans. Je le sais. Je me rends compte que la créativité, elle est bouchée parce que c'est encore des vieux chiants qui décident. Mais cette première année, elle me permet de monter sur scène pour la première fois. C'est-à-dire que j'avais mon école, mais en même temps, j'ai cherché un stage. Et mon stage, je le trouve chez Énergie. Ah, comme par hasard. La radio. Quand tu dis que tu le trouves, tu as dû envoyer un CV. Oui. Parce que c'est pas en fait, trouvé. J'ai cherché... Parce que souvent, les gens disent « Ah, j'aimerais bien quoi ?» Non, j'imagine que tu as identifié Énergie, que tu as envoyé ton CV. Je ne sais pas si tu les as appelés. Qu'est-ce que tu as fait? Ça. En gros, j'ai identifié des marques qui pouvaient bosser dans le secteur où je pourrais, entre guillemets, faire un point avec l'humour ou raconter des conneries. Enfin, tu vois, j'ai cherché ce genre de trucs. À l'époque, je crois qu'à Énergie, tu avais Camille Combal qui faisait des émissions marrantes. Tu avais pas mal de choses. Il y avait Énergie 12, il y avait... Enfin bref, je me suis dit, peut-être rentrer là-dedans, ça peut être un premier pont. Il y avait le Morning Live, il y avait tous ces trucs-là. Et donc, ouais, Mais c'est génial parce qu'en fait, pour tous les membres de Casting.fr, tous les auditeurs qui souvent disent « j'ose pas, j'ai peur »,
en fait, toi, tu n'as pas de filtre. Ouais. Tu identifies le truc, tu dis ok, j'y vais. À aucun moment tu te dis c'est pas pour moi, ou toutes ces choses-là, tous ces obstacles, toutes ces peurs que les gens se créent. En fait, toi, tu viens pas du tout du milieu, t'es pas parisien, et par contre, Je sais pas comment ça fonctionne. Tu sais pas comment en fait, ça fonctionne. Peut-être le fait de pas savoir comment ça fonctionne, ça fait que je me dis vas-y, bah j'envoie. Et puis s'ils me disent non, ils me disent non. Qu'est-ce que je vais perdre? En fait, si j'envoie mon truc. Pas tout le monde a ce tempérament. Mais je me dis, s'ils me disent non, je me retrouve juste au même point de avant d'envoyer mon truc. Et en vrai, je me dis, ils doivent en recevoir des milliers, ils vont pas se rappeler de moi, de m'avoir dit non une fois ou pas, tu vois. Donc, je me dis, vas-y, j'identifie pour mon stage, j'identifie que des trucs qui me plaisent. Donc, des trucs qui produisent de la comédie, j'envoie à Comédie, à Canal, à tout ça. C'est génial. Ça me rappelle l'histoire de Stéphane Joffre qui avait toujours rêvé de travailler avec AB Productions, et son premier stage, c'est AB Productions. C'est trop cool. C'est ouf. Mais du coup, voilà, j'envoie à tout ça. Et je me dis, il y en a bien un qui va me répondre, puis après, c'est à moi de me défendre, quoi. Et alors, combien t'ont Énergie répondu ? me répondent. Franchement, Canal m'a répondu après qu'Énergie m'ait répondu. Donc j'étais un peu dégoûté, parce que sinon j'aurais été chez Canal à l'époque, parce que c'était pas Bolloré, quoi. Mais moi, je suis quelqu'un de parole. Quand Énergie me répond et qu'ils me disent on te prend, je peux pas, quand Canal me répond le lendemain et me dit on a envie de te voir, en fait j'ai donné ma parole, donc c'est trop tard. Je peux pas dire en fait à Énergie non, vous êtes mon plan B, ça marche pas, quoi. C'est pas mes valeurs. Donc quand j'ai dit merci de me prendre, je serai là lundi, je serai là lundi, quoi. Et le fait de rentrer chez Énergie, ça fait que Énergie à l'époque, ils payent pas leurs stagiaires. Je sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, mais en tout cas à l'époque, ils payent pas les stagiaires. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Ouais. Et donc, par contre, ils filent des places pour des concerts avec lesquels ils sont partenaires, ce genre de trucs. Et Énergie produisent... c'est aussi le groupe Rire et Chanson. Et du coup, ils produisent les Open du Rire. Et donc, ils me filent des places pour aller aux Open du Rire de Rire et Chanson. Et j'y vais. Et c'est là qu'en fait, ils enregistrent les sketchs qui passent à la radio de Rire et Chanson. C'est une fois par mois. Et du coup, j'y vais et ça se passe... Enfin, je passe une bonne soirée. Mais surtout, je vais voir les artistes à la fin. En fait, à la fin, les gens, ils se barrent. Alors ça, c'est la clé que je dis toujours en coaching. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. C'est absolument tout ce qu'il faut faire. Ah ouais. C'est-à-dire que tu les attends pour aller les voir. Ouais. Poussé par quoi ? Parce que en fait, j'ai envie de monter sur scène et je sais pas comment on fait. Donc je me dis, je vais au moins leur poser la question, comment vous avez commencé ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc je vais en voir. Tu sais que ça, c'est la clé pour tous les auditeurs et les gens qui nous écoutent. Ouais. Quand on me demande comment faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que toi, quand tu vas les voir, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu leur dis ? En fait, je vais voir les artistes à la fin qui sont... je crois qu'il y a un bar à la sortie du truc. Et je vais les voir, excusez-moi, je veux pas vous déranger. J'aimerais bien être artiste aussi. Je vous ai vu sur scène. Je vous ai vu sur scène, j'ai bien aimé votre passage, etc. J'ai aucune idée de comment on commence. Je leur ai dit, est-ce qu'il faut envoyer des textes à quelqu'un ? Est-ce qu'il faut se filmer ? Est-ce qu'il faut envoyer une vidéo ? Je sais pas, en fait, tu vois. Et est-ce que les artistes, ils étaient cool ? Ouais, ils étaient très cool. En fait, il y en a surtout un qui me répond, qui s'appelle Yannick, qui à l'époque, lui, il était auteur pour Samantha Oops. Et du coup, je découvre que tu peux être humoriste et auteur pour des émissions un peu marrantes à la télé, etc. Enfin, c'est un monde que je connais pas, parce que moi, à l'époque, je me dis, pour vivre d'humoriste, il faut être Jamel. Quand je découvre ce plateau-là avec des mecs que j'ai jamais vus de ma vie et qui sont marrants, et qui en vivent, je découvre qu'il y a des gens qui ne sont pas connus au niveau de Jamel, mais qui arrivent à vivre de leur métier. Et donc je me dis, ok, peut-être que je peux m'en sortir. J'ai pas besoin d'être une méga star pour vivre d'un truc que j'aime, quoi. Tu sais que c'est le slogan de casting.fr. Je ne te dis pas que tu vas devenir célèbre comme Omar Sy, mais que tu vas vivre de ton métier. C'est ça qui est important. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette curiosité où en fait, quand tu as une idée, tu te dis, allez, j'enquête, je recherche, je crée des mouvements, je crée des rencontres. En fait, les gens te donnent la possibilité de te donner des conseils et de te mettre sur le chemin. C'est fabuleux. Si tu le fais bien, parce qu'il y a des gens, ils sont très maladroits, il y a des gens, ils font peur aussi. Puis il y a des gens, ils ont envie, mais malheureusement, ils ont pas... Parce qu'il faut être honnête, il y a des gens, ils ont envie, mais ils n'auront pas ce qu'il faut pour l'exigence pour que ça fonctionne. C'est quoi cette exigence ? En fait, t'as beau être talentueux ou avoir un don,
ce qui fait que tu vas marcher, c'est le talent. C'est le travail, pardon. C'est le travail. T'as beau avoir un talent, ce qui fait que ça va marcher, c'est le travail. Il y a des gens, quand j'ai commencé, qui étaient 1000 fois plus forts que moi. Et je me disais, waouh, putain, mais j'arriverai jamais à avoir ce niveau, etc. Mais plutôt que ça me démoralise ou que ça me déprime, je les ai pris en exemple et je me suis dit, bah, je vais bosser. Et ce qu'ils font, bah, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à le faire, quoi. Alors, je le ferai pas comme ils le font, je le ferai à ma façon et ça me créera mon identité, tant pis, tu vois. Et puis, mais c'est vrai qu'au début, quand tu... Alors attends, je vais quand même reprendre. Je croise les gars, je discute avec eux, je leur dis, je sais pas comment on commence. Yannick me dit, écoute, moi j'ai une scène ouverte. Non, pas une scène ouverte, un plateau. C'est-à-dire que c'est pas une scène ouverte, c'est pas un truc où il y a des débutants, c'est un truc où il y a des confirmés. Mais il me dit, si tu veux, tu viens faire la première partie de ce plateau. Et je lui dis, ah ok, bah trop bien, etc. Il me donne son numéro et il me dit, tu m'envoies un texto. Quand tu te sens prêt, je te mets en première partie. Et je lui dis, ok. Écrit, t'avais un texte. J'avais rien. J'avais rien. Moi, ça. ce que j'avais écrit, c'était des parodies de pub, c'était des. Ouais. Tu vois, parce que j'étais dans une école de pub, donc j'avais écrit des parodies de pub, des trucs marrants. J'avais ça en tête, et puis des parodies de séries télé, des sketchs un peu comme Les Nuls ou Les Inconnus, quoi. Des trucs que tu peux pas faire tout seul, qui demandent des moyens. Et bref, je lui dis, ok, bah, j'ai des textes, je vais t'appeler, etc. Ce qu'il faut. Et donc, je rentre chez moi, je me dis, putain, il faut que j'écrive un truc, etc. Et puis, un jour se passe, j'ai les cours en même temps, j'ai des dossiers à rendre. À ce moment-là, t'as pas encore créé ta chaîne YouTube? Ah non, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Et je me dis, bon, si je laisse passer trop de temps avant de l'appeler, il va pas se rappeler de moi. Il va oublier quand je vais le contacter. Il va me dire, ah, c'est qui, etc. Ouais, non. Donc, je me dis, bon, faut que je l'appelle vite avant qu'il m'oublie. Donc, il se passe une journée et demie ou deux. Et je lui dis, ouais, bah, ça y est, j'ai mon texte, je l'ai peaufiné. Quand est-ce que je peux passer? Et il me dit, ah, ok, bah, j'ai un créneau dans 10 jours. Et je dis, ok, bah, il me dit, ça te va? Je dis, oui, pas de souci. Et du coup, je me dis, ok, je raccroche. Je me dis, j'ai 10 jours pour écrire un texte. Et à ce moment-là, j'ai trop de dossiers à rendre, on a des concours, etc. Et en fait, surtout, je trouve pas le thème que j'ai envie d'aborder sur scène, quoi. Ce qui fait que j'ai écrit mon texte la veille au soir à minuit. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup au dernier moment. Et Dans l'urgence. Ouais, l'urgence, ça me force à avancer, quoi. Et j'ai créé un sketch, 5 minutes. Et j'y vais le mercredi, il me fait passer en premier. Et ça se passe très bien. Je sais pas si c'est C'était quoi ton sujet? J'avais écrit en partie sur le fait que c'était mon premier passage sur scène et que c'était... À l'époque, je regardais beaucoup de Franck Dubosc qui se la racontait sur scène et je trouvais ça amusant de dire aux gens dans la salle, vous avez de la chance parce que vous pourrez dire j'étais là à la première d'Hakim Omiri, tu vois. Et je joue tout un perso qui se la raconte, etc. Parce que je suis influencé par Dubosc à ce moment-là, quoi. Et ça se passe très bien. Et du coup, Yannick me dit, écoute, c'était trop marrant, le jour où tu as envie de revenir, tu m'envoies un texto, tu reviens. Et du coup, je lui renvoie un texto et en fait... Une belle rencontre. Ouais. Hein. Une belle rencontre parce que le mec, qu'est-ce qu'il a à gagner? Bah rien. Mais après, ce que je réalise aussi par la suite, c'est qu'il a rien à perdre en vérité. Une première partie, au pire ça marche pas, c'est pas très grave parce que le plateau après il est carré, quoi. Mais c'est sa générosité qui fait qu'il met le pied à l'étrier. Et donc il me donne l'opportunité de venir aller une fois tous les 2 mois, une fois par mois de temps en temps. Et à chaque fois que j'y vais, je fais un nouveau sketch parce que je sais pas comment ça fonctionne. Et au bout d'un moment, il me dit, mais pourquoi t'écris un nouveau passage à chaque fois? Je dis, bah je sais pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Et il me dit, non, ce que t'as fait la fois dernière, ça a marché en partie. Il y a quelques vannes qui sont pas passées. Vire ce qui est pas passé ou réécris ce qui est pas passé. Garde ce qui a fonctionné. Et puis au fur et à mesure, tu vas avoir 5 minutes béton. Mais tu me lances une perche. Pour tous les humoristes d'ailleurs, parce qu'on a reçu Nadège Changène qui a travaillé pendant 1 an le même sketch. Justement, quel conseil tu pourrais donner aux humoristes? En fait, il faut d'abord écrire un texte, que tu pratiques un sketch, c'est ça? Bah, en vrai, ouais, il te faut un premier sketch carré. Alors, que tu vas rendre carré au fur et à mesure de le bosser, tu vois. Et au bout d'un moment, donc, j'ai 5-10 minutes béton. Qui fait que quand je passe sur le plateau de Yannick, qui était à l'époque au Café Oscar, qui existe encore, qui est pas loin d'ici d'ailleurs, au Grand Boulevard, à côté des Grands Boulevards, je deviens le mec du plateau qui fonctionne le mieux.
Et du coup, les gens à la fin me disent « Ah tiens, c'est vous que j'ai préféré ». Et au début, avec ce sketch-là, il me fait plus passer au début, il me fait passer dans le plateau comme un des artistes confirmés. Confirmé. Et donc, le fait de passer avec les autres fait que les autres me disent « Ah bah tiens, tu devrais venir jouer là, tu devrais venir jouer là ». Et ce sketch me donne des plans pour aller jouer dans d'autres endroits. Et puis, comme je te dis, il y a des gens qui viennent me voir à la fin, qui me disent « Ah, c'est vous que j'ai préféré, où est-ce que je peux vous voir ?» Sauf qu'en fait, moi, à ce moment-là, je suis un peu une arnaque, dans le sens où, oui, j'ai 10 minutes qui fonctionnent, mais j'ai pas de spectacle. Alors que les autres, ils font des 10 minutes, peut-être qu'ils sont en train de bosser leur spectacle, mais en tout cas, à la fin, ils disent « Vous pouvez me voir là ». Et donc, moi, j'ai rien à proposer de plus que ces 10 minutes. Débuts. Oui, c'est les débuts, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 10 minutes, au début, tu veux pas les lâcher parce que c'est celles qui t'ouvrent des portes. C'est celles qui font que on te dit tu peux aller jouer là, tu peux aller jouer là, tiens, viens jouer là. Sauf qu'au fur et à mesure, je croise Bunaimin qui me dit frérot, ça fait 3 mois que je te vois, 3 mois que tu joues les 10 minutes, c'est les mêmes. T'as envie d'avoir un spectacle ou t'as envie de jouer 10 minutes ? Et je lui dis, j'ai envie d'avoir un spectacle. Donc il me dit, donc, jette-les, mets-les de côté et recommence en fait. Et je lui dis, oui, en fait, il a raison, sinon je vais stagner, je vais rester là et il va rien se passer. Et donc, je mets ces 10 minutes de côté et je recommence. Je recommence avec un nouveau thème, je ravance et je remets jusqu'à ce que j'ai de nouveau 10 minutes qui fonctionnent. Et je les remets de côté et je réavance et je remets 10 minutes et ainsi de suite. Et à ce moment-là, je passe le concours au Pranzo qui recherche le nouvel humoriste. Donc il y a des... Le Pranzo des frères Smadja qui a révélé Kev Adams et Casting.fr était super. C'est pour ça que je connaissais. À la pizzeria là-bas sur les grands boulevards. Ouais. Mais tu parles de ça il y a 15 ans, 20 C'était ans. 2011-2012, ouais, c'était ça. T'imagines, déjà 11 ans. Ouais. Et c'est là où on a révélé Kev Adams. Exactement, j'étais là. J'étais là pendant ces trucs-là et en gros... Avec Jean-Claude Fournier. C'est ça. Claude Fournier, Jean-Claude. C'est joli, Jean-Claude aussi. Mais du coup, je fais ça. Je fais ce concours. Je me retrouve en finale. Mais le gagnant, il a sa programmation au Pranzo. Mais j'ai pas de spectacle. Du coup, je me retrouve en finale. Mais tu sais, à chaque étape, en plus, tu dois faire 10 nouvelles minutes. Parce que le jury te voit faire 10 nouveaux, des nouveaux passages à chaque fois. Ce qui est très chouette en t'écoutant, c'est que d'une façon ultra intuitive, tu as fait exactement chaque étape d'une recette infaillible. C'est-à-dire enquêter, rechercher, créer des rencontres, se lancer, travailler et aller vers les scènes ouvertes. C'est-à-dire que d'une façon ultra intuitive, tu as vraiment bûché, travaillé. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je me suis dit, l'opportunité, on va pas me la donner, donc il faut que je me la crée. Donc, je suis personne. Il y a personne qui va dire, ah tiens, je connais un gars, Hakim. Il y a personne. Donc, je me dis, il faut que je me fasse connaître. Donc, tu as créé toi-même tes rencontres. Et donc, je fais ce plateau, ce concours. Je me retrouve en finale. Mais Emmanuel Smadja me dit, on peut pas te faire gagner, t'as pas de spectacle. Et en même temps, je me retrouve en finale avec un autre pote qui s'appelle Karim Amrouni à l'époque, qui lui aussi, comme moi, a fait le concours mais n'a pas de spectacle. Et du coup, on est tous les deux à avoir 30 minutes. Et du coup, nous, on s'entend bien. On dit à Manu, est-ce que c'est possible qu'on soit gagnants tous les deux et que tu nous proposes un créneau où on fait chacun 30 minutes. Et il me dit, c'est une bonne idée, etc. On commence en septembre. Du coup, en septembre, on fait chacun 30 minutes. Les premières, ils nous donnent tous les mardis à 20h, ce qui est génial pour nous. Et ça se passe très bien. On a des bons retours, des bonnes critiques, etc. Mais Manu, il nous dit, par contre, attendez, là, je vous ai donné 1 heure, mais en décembre, là, il faut que vous ayez 1 heure. Parce que le but, c'est pas que vous fassiez une demi-heure tous les deux pendant je sais pas combien de temps. Ce qui fait qu'on se dit, ok, on joue 25 minutes de sur chacun pour que les gens ils aient un truc carré et on se garde 5 minutes chacun de nouveau chaque semaine pour avancer et faire avancer le spectacle. Et donc de septembre à décembre, on fait ça. Ce qui fait que fin décembre, Manu il nous dit en janvier, vous avez tous les deux un créneau d'1 heure. En vrai, on n'a pas avancé sur 1 heure. On a chacun, peut-être 45-50 minutes à ce moment-là de près. Mais on se dit, petite arnaque, je vais jouer 45-50 minutes, mais je te mets mon pote en première partie, du coup tu vas jouer 10 minutes, et tu sais, on grappille comme ça, quoi. Et ça fonctionne, on a chacun notre spectacle, on joue chacun 45-50 minutes et l'autre 10 minutes en première partie, et on s'aide mutuellement. Et tout se passe bien jusqu'à ce que un jour on se pointe au Pranzo, et c'est fermé.
Et en fait, on comprend pas. On est devant la porte, c'est fermé, quoi. On n'a pas eu de message, on comprend pas. On est censé jouer notre spectacle et tout. Et du coup, on essaie d'appeler Manu, on a du mal à la voir. Et finalement, on apprend que le Pronzo s'est fermé parce que le bâtiment risque de s'effondrer et que ils sont censés, les assurances couvrent pas, ils sont censés faire des travaux et en fait, du jour au lendemain, moi, j'ai plus de lieu pour jouer mon spectacle. Et c'est le moment où j'ai fini mes études et je me dis merde, j'ai plus de rentrée d'argent, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de lieu de spectacle, j'ai plus de rentrée d'argent, comment je fais? Et je suis allé jusqu'en master, je l'ai fait en alternance pour avoir une rentrée d'argent. Et je me dis, ok, bon, là j'ai le droit à 1 an de chômage. Je vais faire 1 an de chômage et je vais essayer de faire que de la scène. Et je vais essayer de trouver un lieu où je joue. Et puis, au moins, j'ai la sécurité de l'emploi, entre guillemets, avec mon chômage. Et puis, j'ai 1 an pour que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, je vais tout donner pour 1 an. Et donc, je préviens mes parents, je leur dis, voilà, je vais faire ça, etc. Ma mère me soutient. Et du coup, je cherche un lieu et je finis par être invité à aller faire une date exceptionnelle au Paname. Et je joue au Paname et c'est complet. Et je suis trop content, ça se passe bien. Kader Aoun me voit à ce moment-là et il dit à Karim, le patron du Paname, fais-le revenir. Fais-le rejouer une première parce que Karim n'était pas là. Il dit, il faut que tu le vois. Et j'en refais une. Mais en plus, il me dit, c'est la première, je l'ai faite, j'étais complet, j'avais eu peut-être 1 mois pour faire de la promo, etc. Là, il me dit, reviens la semaine prochaine. Je dis, mais je sais pas si je serai complet en 1 semaine. Enfin, je sais pas du tout. Les réseaux, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Il me dit, si, viens et tout. C'est pas grave, le remplissage, j'ai envie de voir ce que tu donnes, quoi. Et je viens, je suis quasiment complet encore une fois. Ça se passe très bien. C'est toi tout seul qui fais ça je vais dans plein d'endroits. C'est ça, être un artiste aussi. C'est vraiment, il faut écrire, trouver son lieu et travailler sa com. Ouais, c'est ça, rien. Faut tout faire. Avant d'avoir une équipe. J'imagine qu'aujourd'hui, tu as une équipe et tu nous raconteras. Ouais. Mais au début, c'est vraiment, on est son propre chef d'entreprise. C'est ça. Un artiste... Mais même là, encore aujourd'hui, Même là, encore aujourd'hui, en vrai, tout dépend de moi. Et maintenant, je me suis associé avec mon ami Kaza. Mais sans ça, il se passe pas grand-chose, en vrai. Pas grand-chose. Et là, tu arrives quand même à remplir. Ça se passe, ouais, ça se passe bien. Et du coup, il me donne une programmation tous les lundis au Paname. À l'époque, au Paname, il n'y a personne. Il y a Mathieu Madénian, il y a Alexis Macquart, il y a Donnell Jacksman, Tony Saint-Laurent et moi, je crois. On est 5, un truc dans le genre. C'est pas un lieu qui est connu, qui tourne à ce point-là, etc. Et donc, il n'y a que des spectacles. Il y en a 1 par semaine. Enfin, 1 par soir, pardon. Et puis, au fur et à mesure, ça avance. Et puis, il y a des plateaux qui se créent. Et puis, au fur et à mesure, il y a quasiment que des plateaux, etc. Et moi, je passe du lundi au mardi, puis au mercredi, puis au jeudi. Puis à la fin, je suis en fin de semaine. Et là, pour le remplissage, c'est trop bien. À la fin de semaine, les choses se passent bien et tout. Et puis, c'est à cet endroit-là que je rencontre des youtubeurs. Donc, je rencontre Norman, je rencontre Cyprien, je rencontre Hugo, qui viennent découvrir ce lieu qui commence vraiment à faire parler de lui. Et en fait, on s'entend hyper bien. Ce qui fait que je commence à écrire, principalement pour Norman à cette époque-là. Je lui écris des vidéos, des blagues, etc., qu'il fait dans ses vidéos YouTube. Norman qui a eu vraiment son moment de gloire. Ouais, voilà. À ce moment-là, c'est le début de la Gigastar. Et du coup, j'écris les vidéos pour lui, avec lui et pour lui. Et ça commence à se savoir. Et il y a 2 chaînes qui commencent à émerger autres, qui sont Golden Moustache et Studio Bagel. Et chez Golden Moustache, ils recherchent des auteurs. Et du coup, ils me disent, vu que tu écris pour Norman, est-ce que tu as envie de faire un essai chez nous ? Les choses vont très vite après. Et en fait, ouais, ça s'accélère un peu. Et je leur dis, ouais, carrément. Surtout que toi, tu as quand même trouvé ton ADN. Est-ce qu'on peut dire que c'est un humour engagé ? À cette époque-là, pas tant en vrai. Avec Golden Moustache, non ? C'est-à-dire qu'il y a des messages, mais c'est pas aussi engagé. J'essaie quand même d'être... Oui, en fait, ma première vidéo, oui, il y a un message, parce que ça s'appelle l'arabe du coin. C'est sur le fait qu'on appelle l'arabe l'épicier qui est en bas de chez nous, quoi. Et je me dis, il y a quand même un problème dans la manière d'appeler les gens et de les réduire un métier à l'arabe, quoi. Bref, c'est des trucs qui me parlent, mais j'en ai pas réellement conscience à ce moment-là. Je fais ce qui me touche, j'essaie de faire passer des messages, mais
Je m'en rends pas compte. Je veux juste pas faire des blagues racistes, je veux pas faire des trucs clichés. À ce moment-là, c'est quoi tes valeurs, justement? C'est quoi le... Unir les gens Unir. par le rire. Ok. C'est surtout ça, tu vois. C'est plus unir et par la suite, ça va être plus dénoncer en même temps. Enfin, je sais pas comment expliquer ce que je fais en vrai, tu vois. Je fais les choses de Du manière développement instinctive, quoi. collectif. C'est ça aussi être un artiste. On peut pas tout dévoiler dans cette créativité. Ouais, je sais pas, je fais les choses un peu par instinct. J'essaie de pas trop. Je sais pas comment dire. J'essaie pas trop d'avoir une recette. J'essaie de faire les choses au moment où je les sens, comme je les sens, et je me pose des questions sur est-ce que ça va raconter quelque chose avec lequel je suis en accord. Et si c'est le cas, j'y vais. Et en fait, Et là, c'est un carton avec les années Golden Moustache. ouais, Golden, ça marche très très bien. Le souci de Golden, c'est que tu fais monter une chaîne qui sera jamais la tienne. Tu fais des millions de vues, mais c'est pas uniquement ton nom. Tu es associé à d'autres gens. Et surtout, tu gagnes pas d'argent, quoi. Tu fais des vidéos qui font des millions de vues, tu gagnes que dalle. Je suis payé, je sais plus, 200 balles ou 300 balles par vidéo et t'en fais une tous les je sais pas combien. Donc tu peux pas vivre avec ça. Donc oui, c'est fou comment chaque fois qu'on reçoit des artistes, Louis Karim nous racontait récemment qu'il avait touché la misère. Ouais. La misère, faut le faire quand même. Ouais. Et c'est Ça me être surprend un pas. artiste, on sent que c'est vraiment, il n'y a pas de plan B. Je sais pas faire autre chose, j'ai juste envie de faire ça. Ouais. Mais c'est pas pour l'argent. Ah ouais, bah au début, si tu le fais pour l'argent, ouais, non, tu vas être déçu. Hein. Donc là, tu dis, ok, ça fait des millions de vues, mais moi, que dalle. Walou Makache. Ouais. Parce que la chaîne m'appartient pas, parce que je peux pas être hyper régulier dessus, etc. Mais je me dis, c'est pas grave, parce que naïvement, je me dis, on est dans le groupe M6, M6 va voir les filles. Je me dis, M6 regarde les fictions qu'on fait. Et je me dis, à un moment donné, ils vont nous proposer de faire des trucs plus gros, des séries ou des téléfilms ou je sais rien, mais je me dis, ils vont voir qu'on fait des millions de vues et que ça parle à des gens et qu'on est le renouveau de l'écriture et qu'il peut se passer quelque chose. Et que dalle. Et du coup, j'écris pour des gens, donc j'écris pour Cyprien, j'écris pour Natou, j'écris pour tout ça. Et je vois qu'eux, ils gagnent vraiment de l'oseille en fait. Et je me dis, bon vas-y, il faut prendre un risque, il faut arrêter de bosser pour Golden Moustache, il faut faire ta chaîne. Prendre un risque. Et je me audacieux. Et je me dis, au moins, j'ai la chance de ne pas partir de rien. T'étais encore dans l'année, là? Ou ton année, elle était terminée? Non, elle était terminée, là. Okay. Mais je commence à voir un spectacle et... T'as de quoi oser? Ouais, je me dis, je gagne Te mettre en péril, parce que c'est ça aussi un artiste. C'est là, cette phrase que je déteste, sortie de sa zone de confort. Ouais. Là, tu sors de ta zone de confort. Là, je gagne, on va dire, un SMIC, parce que je suis pas intermittent. Mais je gagne un SMIC et puis... non, je dis une bêtise. Cette année-là, je suis au RSA. Parce que mon chômage est fini. Je suis au RSA, donc je gagne 450 ou 500 euros de RSA. Mais je fais des plateaux qui sont payés au chapeau. Donc avec le chapeau, je paye mes courses. Et avec le RSA, je paye mon loyer. Une partie de mon loyer. Et ma mère m'aide pour ce qui manque. Et donc je m'en sors comme ça. Parce que j'ai encore une année où... Parce qu'il se passe des trucs. Je gagne pas assez d'argent, mais je peux pas dire que... Le soutien de ta mère. Moi, j'aime célébrer les mères. Ben oui, c'est comme ça. J'aime célébrer les mères parce que souvent, derrière de grands succès, il y a toujours un soutien. Et j'aimerais qu'on célèbre ces femmes. Ouais, non, elle m'a clairement aidé. Sans elle, il se passe rien. Et du coup, voilà, donc je suis au RSA. J'ai mes chapeaux pour payer mes courses et les à côté. Je suis pas un mec qui sort, de toute façon, donc je m'en fous. Tous les soirs, j'essaie de monter sur scène dès que je peux, etc. Là, ça commence. J'ai Golden qui me paye de 500 balles par mois parce qu'ils me font rentrer au Brain Content. Et donc, j'écris des pubs pour eux. Plus au fur et à mesure, donc je commence à écrire. Des pubs pour eux. Ouais. Non, mais c'est joli. Ouais. On revient en arrière. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, et ça, c'est intéressant pour les auditeurs, c'est chaque fois que tu lances un hameçon, il y a un moment, ça prend. Si tu lances, si tu lances, ça prend. C'est magique. Et au final, je gagne 500 balles en écrivant les pubs, ce qui est plus qu'en jouant dans les vidéos Golden Moustache. Parce que je gagne 200 balles tous les 2 mois ou... Ouais, tous les 2 mois, un truc dans le genre. Parce qu'on était quand même pas mal d'auteurs à être sur la chaîne. Et du coup, comme il n'y avait qu'une vidéo par semaine, tu peux pas passer tout le temps, quoi. Et donc, à un moment donné, je me dis, bon, je commence à être un peu connu sur Internet.
c'est peut-être le moment d'essayer de lancer ta chaîne avec les moyens du bord. Donc, j'investis dans une caméra que j'achète, un appareil photo en vrai. Et avec des potes, on essaie de faire des vidéos. Et c'est là que Kaza rentre en jeu. C'est un gars que je rencontre. Lui, il écrivait des vidéos pour John Rachid à l'époque. On s'entend bien et je lui dis, vas-y, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu as envie de m'aider? Est-ce que ça t'inspire et tout? Et en fait, ça match. Du coup, on écrit des vidéos ensemble. On les fait sur ma chaîne. Et j'ai la chance que ça cartonne à ce moment-là. Ce qui fait que Webedia, qui a les chaînes de Norman, Cyprien, enfin les plus gros youtubeurs de l'époque, me dit, est-ce que tu veux pas venir chez nous? On aimerait bien recruter ta chaîne. Et puis, on te financerait l'écriture d'une série, ce qui est ce que je veux faire à ce moment-là, à côté de la scène. Et je leur dis oui. Je leur demande un contrat qui met des mois à arriver et qui n'arrive pas. Mais ils me disent, vas-y, c'est pas grave, en attendant, ramène ta chaîne chez nous, on va avancer, etc. Ce qui fait que je commence à rentrer chez eux, mais au final, ils me font écrire pour les plus gros. Donc, j'écris des pubs, les placements de produits pour les plus gros, etc. Donc, ça me fait gagner ma vie, mais ça me fait pas avancer sur ma chaîne, en fait. Et je me fais, entre guillemets, avoir comme ça, c'est-à-dire que j'ai une sécurité de revenus parce que j'écris pour des gens, ce qui fait que je me plains pas, mais j'avance pas du tout. Exactement, j'avance pas du tout. Puis à chaque fois que je leur dis, ouais, ça en est où le truc pour ma série, etc., machin. Ah, on n'arrive pas à trouver de partenaire pour le faire parce que tout se finance avec une marque à cette époque-là. Et ils me disent qu'ils trouvent pas. Et en fait, le temps passe et en fait, j'ai écrit pour tout le monde. J'ai fait monter des vidéos et des chaînes de plein de gens. Et là, t'as toujours pas signé ton contrat? Non. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, ils m'utilisent parce qu'ils ont compris que je pouvais écrire pas mal de projets. J'ai écrit des trucs pour Fanta, pour des trucs qui ont ramené des millions à Webedia. Mais moi, j'ai touché un peu d'argent, mais pas grand-chose, quoi, comparé à ce que j'ai ramené. Et donc, je me dis, bon, en fait, j'ai l'impression que je stagne là, parce que je suis en train de devenir l'auteur de tout le monde, mais pas d'avancer moi. Et à ce moment-là, ils font un film avec Kemar, Natou, tous les plus gros qui s'appelle, comment ça s'appelle? Le Manoir. Et ce film fait un flop, hein, on va pas se mentir. Et quand je vais à l'avant-première, moi j'ai le patron de Webedia qui me dit alors qu'est-ce que tu en as pensé et tout. Avant que ça ne sorte, je suis à l'avant-première, je leur dis tu veux la vérité ou tu veux que je sois gentil? Il me dit comment ça? Je dis non, moi j'ai pas du tout aimé quoi. Je dis c'est raté. Il me dit mais non, mais n'importe quoi, ça va être un carton, t'as vu les réactions dans la salle? Je dis peut-être si tu veux, là c'est l'avant-première, les gens ils sont chauds, en plus t'as les acteurs qui sont là, c'est des gens qu'ils adorent et tout. Je dis mais moi je sais que ça va pas marcher. Il me dit pourquoi? Je dis parce que donc je lui explique tout ce qui va pas dans le film. Je dis ils ont pas choisi entre le premier et le second degré, ils ont pas choisi entre l'absurde et le vrai côté horreur. On sait pas ce qu'on est en train de regarder et en plus le film il est interdit au moins de 12 alors que je dis un truc qui marche pas. Il me croit pas. Et le film flop. Et ce qui fait que un mois ou 2 mois après, il me dit ouais en fait t'avais raison et tout. Mais tu fais trop le gars, tu sais, il prend mal, il fait ouais, tu fais trop le gars qui savait, etc. Je dis j'ai écrit quand même beaucoup de courts-métrages, etc. Je dis à ce moment-là, je sais ce que je fais. Et alors moi, j'ai pas fait d'école de réal, etc. J'ai appris au fur et à mesure. Je dis mais là, sincèrement, c'est une vidéo YouTube un peu mal montée, quoi. Je dis je vois les ambitions qu'ils avaient, mais je sais pas, ça a été mal guidé. Et il me dit parce que toi, t'aurais fait mieux. Je dis tu veux que je sois honnête? J'aurais fait mieux. Et il me dit vas-y, je te mets au défi, etc. Propose-moi un pitch, on va voir si tu fais mieux. Et en une semaine, je lui propose un pitch. C'est qui la personne avec qui tu parles? C'est le patron de Webedia. Donc c'est le gars qui possède entre guillemets toutes les chaînes YouTube des plus gros YouTubeurs à ce moment-là. Squeezie, tout le monde. Il a tout le monde. Et en même temps, il a envie de créer des ponts avec une société avec laquelle il est partenaire qui crée des films. Et donc, je lui amène un pitch. Et direct, en fait, il adore. Et il me dit, ok, on va essayer de le faire, etc. Et en fait, je commence à avancer sur le scénario. Et puis, comme pour ma chaîne YouTube, il met du temps à m'envoyer un contrat. Ça met des mois. Je dis, mais envoie-moi un contrat que je sois payé pour écrire ce film, en fait. Il met du temps. Ce qui fait que moi... Après toi, pourquoi il met du temps? Je sais pas si c'est leur service juridique qui est long ou qui est nul, ou je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais ce qui fait qu'à ce moment-là... Ou alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire de ces nouveaux métiers, justement, YouTube qui fait
des chiffres incroyables, des millions. Et justement, ces nouvelles personnalités qui sont des gros patrons de chaînes YouTube, mais si ça prend autant de temps, c'est parce qu'on réfléchit, parce qu'on n'a pas le savoir-faire? Non. Alors, il y a un truc, c'est que oui, lui, il n'avait jamais monté de film, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que lui, il réfléchissait trop en mode « je sors pas mon oseille ». Il faut que ce soit une marque qui nous finance et comme ça, j'utilise l'oseille de la marque, comme ça, je prends pas de risque. C'est le principe d'Internet. Lui prenait zéro risque. Et donc, à ce moment-là, en parallèle, je joue mon spectacle qui se passe bien. Et à mon spectacle, il y a un gars qui vient me voir, qui fait partie d'une société de production des plus gros films français à ce moment-là, et qui me dit « Est-ce que tu as un scénario de côté? On aimerait bien bosser avec toi. » Parce qu'il a vu mon spectacle. Et je lui dis, j'ai un synopsis que j'ai présenté à Webedia, mais ils mettent grave du temps à se décider. Si tu veux, je te l'envoie. Comme j'ai rien signé, regarde, dis-moi ce que tu en penses. Et je lui envoie, et il se passe une semaine ou deux, et le gars me rappelle après avoir été à Cannes, il me dit, ouais, on aimerait bien le faire. Et je lui dis, bon, moi je suis un gars, quand je donne ma parole, je peux pas faire les choses à l'envers. Donc je lui dis, écoute, si tu veux qu'on le fasse, je vais prévenir Webedia que... j'ai trouvé quelqu'un qui a envie de le faire et parce qu'eux, ils avancent pas. Et quand je dis ça à Webedia et qu'ils voient qui c'est, ils me disent non, attends, tu peux pas partir et tout. Oui, on a mis du temps, mais t'inquiète, on va trouver. Je dis mais non, mais moi en fait, je peux pas attendre éternellement en fait. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je dis ou au pire, je vous mets en relation et peut-être vous trouvez un partenariat ensemble, vous le faites à 50-50, je sais pas, tu vois. Il me dit ok, mets-nous en relation. Et je les mets en relation. Ils trouvent un accord à 50-50 avec qui amène quoi, etc. Machin, bref. Ils me payent pour écrire ce scénario, j'avance dessus. Et au moment où le scénario se finit d'écrire et qu'ils me le valident, ils me disent ok, on va avancer sur le casting et tout, et on va partir en tournage. Et quand on arrive là-dessus, le scénario que j'ai écrit avec Casa, faut surtout pas oublier ça. D'ailleurs, ils ne voulaient pas que j'écrive avec Casa au départ parce qu'ils se sont dit c'est pas un auteur confirmé, c'est un auteur du web. Et en fait, moi et Casa, on sait qu'on a envie de faire de la fiction. Et je me dis, si je lui tends pas la main à ce moment-là, alors que moi, je sais qu'il est doué, déjà, je vais me trahir, je vais trahir un pote. Puis, j'ai pas envie de bosser avec un vieux de la vieille qui écrit des films. On a envie de renouveler le cinéma. Donc, je dis non, moi, j'ai envie d'écrire avec mon pote. Rien que ça. Quand on voit ton parcours, c'est fou. Et donc, j'arrive à imposer Casa. On écrit le film ensemble. Ça fonctionne. Il nous lance le casting. Et le Covid arrive. Et là, le Covid bloque tout. Et au moment où on était en train de discuter avec TF1, etc., pour savoir ce qu'on allait faire, ils nous disent qu'aucun film se fait, quoi. Du coup, tout est mis en stand-by. On est chez nous, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas ce qu'on va devenir, j'ai plus de spectacle, enfin bref. Mais à ce moment-là, je suis intermittent, donc j'ai encore un peu de revenus qui tombent régulièrement. Et puis, j'avais pas vu que j'avais tout ça sur moi. Et en fait, après le Covid, on essaie de relancer la machine et ça part pas, quoi. TF1 est frileux, ils relancent pas des films aussi facilement parce qu'il y a moins de gens dans les salles. Ils veulent lancer que des films avec des grosses stars. Enfin, ils ont plus du tout la même philosophie. Ils ont perdu beaucoup d'argent entre les deux périodes. Du coup, la boîte de prod et Webedia se déchauffent. Enfin bref, il y a tout qui... On le fait plus. Tout le monde te lâche. Ouais, tout le monde me lâche. Nous, on est dégoûtés, surtout que le film, ils ont l'exclusivité pendant 3 ans, quoi, ou un truc dans le genre. Donc pendant 3 ans, c'est en stand-by. Avec Casa, on se remet à écrire du stand-up parce que on n'a plus envie d'écrire le premier spectacle. Le premier spectacle, je l'avais écrit tout seul. Le deuxième, avec Casa, il me dit viens, on écrit un nouveau spectacle ensemble qui te ressemble plus. Il me dit parce que t'es énervé. Tu vois l'actualité, ça te rend fou, etc. Écris un truc, on a des débats constamment sur ce qui se passe dans l'actualité. Écris un truc sur ce qui te ressemble, tu vois. Je dis ouais, mais ça, je sais pas si je sais le faire. Parce qu'à ce moment-là, pour le coup, c'est moi qui m'autorise pas à faire ce truc-là. Je me dis, les gens qui parlent de politique, les gens qui parlent d'actualité, ils ont une culture ou un truc que j'ai pas, quoi. Ils ont fait des études que j'ai pas faites. C'est peut-être une des premières fois où je me dis ça, je sais peut-être pas le faire, c'est peut-être pas pour moi, quoi. Et c'est Casa qui me dit non, moi je sais que tu es capable de le faire, viens, on essaye, t'as quoi à perdre? Et il me dit cette phrase-là, évidemment, c'est mon. Donc je lui dis vas-y, on essaye, c'est pas grave. Je m'inscris à Première fois, qui est une soirée qui est organisée par Yacine Bellous,
qui est une soirée qui est une fois par mois au Théâtre République, où les artistes qui passent sont censés faire une œuvre pour la première fois. Ils sont censés ne l'avoir jamais joué ailleurs, que ce soit... Donc, il y a des chanteurs et des humoristes. Et donc, j'ai créé un truc sur l'actualité à ce moment-là, avec Casa. Et je sens une écoute qui est complètement différente de ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Je sens que le fait d'amener une information que les gens n'ont pas forcément dans la salle et de la traiter avec humour et que ce soit choquant, etc., je sens qu'il se passe quelque chose. Et du coup, j'appelle Casa qui ne pouvait pas être là ce soir-là. Je lui dis, écoute, j'ai l'audio, je te l'envoie. Je pense qu'il y a un truc à faire. Et il écoute et il me dit, ouais, complètement. Et du coup, on se dit, bon, vas-y, faut qu'on écrive un spectacle qui aille dans cette direction. On commence à écrire le spectacle dans cette direction. Et vraiment, ça se confirme au fur et à mesure qu'on écrit. C'est bien, quoi. Et en même temps, moi, j'avais l'habitude d'écrire des anecdotes de vie. Donc, je fais un mélange un peu des deux, etc. Et puis, au fur et à mesure, je me dis, non, mais en fait, les anecdotes, il faut que je les mette de côté. Il faut que j'écrive que ça. Et faut qu'on avance sur ça. Et puis, en même temps, on récupère nos droits sur le film. Et on se dit quand même, on sait qu'on a un bon film. Ils nous ont pas suivis, mais peut-être qu'en le présentant à d'autres gens, ça va le faire. Et on le présente à UGC, qui adore. Ils nous ont dit, non mais votre concept c'est génial, il faut qu'on fasse ça, etc. Ça nous parle et tout. Je leur dis, par contre, ce film, vraiment, on veut que ce soit un truc réaliste. On veut que ce soit un truc comme Nos Jours Heureux. On veut pas de la surenchère. C'est pas de la comédie américaine. C'est pas du Philippe Lachaud. C'est pas tout ça, quoi. Ils m'ont dit, non, on a capté, ça nous parle. Je dis, moi, je veux que ce soit pas raciste. Je veux que ce soit, tu vois, on n'est pas, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Non, il n'y a pas de souci et tout. On a capté votre délire et tout. On veut aller là-dedans. C'est rafraîchissant, c'est pas fait, etc. Ils me disent, par contre, il faudrait que tu réécrives pour qu'on se l'approprie un peu plus. Je dis carrément, parce que ce que la première boîte nous avait dit de faire, ils nous avaient un peu orienté vers du gag, etc. Ce qui fait qu'on s'était un peu perdu entre-temps, parce qu'on avait accepté des choses qui ne nous plaisaient pas trop, mais on se disait, c'est notre premier film, il faut qu'on fasse un premier film pour qu'après on nous laisse faire peut-être ce qu'on veut. Tu vois, on s'est dit, vas-y, on accepte des trucs pour mettre un pied dans la porte, et puis ensuite on pourra faire exactement ce qu'on a envie de raconter. Et en fait, quand UGC nous dit, non, on a capté, venez, on le réécrit, etc., et on avance là-dessus. Et on avance avec eux. Et à la fin, on a réécrit 70 pages du scénario. En fait, du coup, comme on a fait ça, comme UGC nous suit, avec Casa, on décide de mettre le spectacle de côté pour se consacrer qu'à ça, quoi. Et à la fin, la prod valide notre scénario. Ils nous disent, on l'envoie à la distribution. Et ils l'envoient à la distribution. Et ils nous disent, ouais, la distribution, elle n'a pas vu de changement par rapport à la première version. Et je leur dis, mais comment c'est possible alors qu'on a changé 70 pages? C'est plus la même fin, c'est plus le même corps de film. Il n'y a que le point de départ qui est le même. Et encore, on a réécrit pour que ça aille beaucoup plus vite, etc. Ils m'ont dit, ouais, mais si eux, ils disent ça, ça veut dire que si on l'envoie à des chaînes, ils vont dire la même chose. Je dis, non, mais faut pas réfléchir comme ça. Je dis, là, vous avez validé le film, vous y croyez, on est d'accord. Ils m'ont dit, oui. Je dis, donc, il faut insister, en fait. Et au pire, si c'est pas votre distrib, venez, on va en voir une autre. Ils m'ont dit, non, mais nous, comme on est une prod qui est affiliée UGC, il faut qu'on le fasse avec UGC. C'est les distributeurs qui décident. Les choses ont changé. Et en fait, ça et nous on rend était fou. avec un directeur de casting cinéma qui nous racontait qu'effectivement, c'est plus vraiment comme avant, que c'est plus ni les réalisateurs, ni les producteurs. C'est les télés qui C'est la distribution. C'est la distrib et les chaînes de télé. C'est-à-dire que si une chaîne de télé ne prend pas le film, la distrib ne le suit pas. Ils prennent pas le risque. Et ça nous rend fous, en fait. Parce qu'on se dit, mais attendez, vous croyez à 100% notre scénario. Avant de l'envoyer, vous nous disiez, c'est génial, etc. Et maintenant que vous le recevez, vous savez plus si c'est génial. Ils m'ont dit, non, mais peut-être qu'il faut encore réécrire, etc. Et ils nous font réécrire. Et au bout d'un moment, on se dit, mais non, mais en fait, on stagne, on n'avance pas. Et on est en train de faire le chemin inverse. Vous êtes en train de plus savoir ce que vous voulez faire. J'ai bien compris que toi, quand tu identifies une stagnation, ça te rend ouf. Ouais. Ça va pas, ça. Ça va pas du tout. Et en fait, ce qui me rend fou, c'est que nous, quand on a ce scénario entre les mains, on sait qu'on a un carton entre les mains. On le sait. Et ça nous rend dingue qu'on nous laisse pas le faire. Parce qu'on se dit, on est encore en train de négocier avec des commerciaux qui connaissent rien à l'art. Et c'est pas avec eux qu'on devrait discuter d'art, en fait. Les gens, ils nous ont dit, ouais, mais votre film, vous le vendez à qui? Vous le vendez aux jeunes ou aux vieux?
Je dis, mais on s'en fout en fait. Nous, on vend un film qui parle à tout le monde. Ils me disent, oui, mais il y a une famille dedans et il y a des jeunes. Du coup, vous visez qui? Je dis, sur les réseaux sociaux, si vous voulez parler marketing, on va cibler les jeunes. Et si vous voulez faire la pub sur les réseaux, les canaux normaux, on parlera plus aux familles. Et dans ces cas-là, les gens se retrouveront dans la salle pour découvrir un film qui réunit les gens, quoi. Ils m'ont dit, ouais, non, ça, on ne sait pas trop faire, il faut avoir une cible. Et je me dis, putain, mais ils nous parlent de marketing, en fait, ça ne nous va pas, quoi. Et avec Casa, on devient fou. Et au bout d'un moment, on leur dit, bon, comment on peut débloquer ça? Ils nous ont dit, écoute, peut-être pour assurer la distrib, on va faire appel à un scénariste qui est confirmé, qui a fait déjà des films, etc. Il va passer sur votre film, il va vous faire des propositions, et si ça ne vous plaît pas, vous ne les gardez pas. Je dis, c'est un bon compromis, ça nous évite. Et là, tu as toujours laissé tomber ton spectacle. Ouais, parce que en fait... Ce spectacle, en fait, c'est contexte. Ouais. Et le spectacle, je le mets de côté parce que je me dis, si on m'annonce que le film se fait cet été, parce qu'on sait, je peux pas faire les deux, je peux pas annuler des dates de spectacle, je peux pas faire ça, tu vois. Donc, je prends le risque de me dire, vas-y, on avance sur le film, et puis il faut se rendre disponible, parce que si ça se lance, ça peut tout changer. Et puis surtout, je crois en mon film, je sais ce que donnent mes vidéos sur Internet, elles font des millions de vues, je sais qu'il y a un public, je sais que si j'arrive avec un film de la même qualité, que je trouve meilleur en plus, ça va marcher. Cette chaîne YouTube, tu l'as finalement pas monétisée, puisque je l'ai monétisée, mais j'ai pas fait. En fait, j'ai pas gagné d'argent dessus. Parce que tu étais tout seul, finalement. Ouais. Webmedia ne t'a finalement pas accompagné. Et donc t'y crois. J'y crois, et en fait, on propose ce scénariste. On nous impose ce scénariste en nous disant, mais vous inquiétez pas, il vous propose des trucs. Si vous aimez pas, on le prend pas. C'est vous qui aurez le dernier mot. On dit ok, on le laisse écrire. Et nous, tu sais, on écrivait des versions vite, quoi. Et lui, il met des mois à nous rendre une version et ça nous rend fous. Tu sais, on relance constamment. Où est-ce qu'il en est? Ah, mais non, mais là, il est en train de faire son film, c'est pour ça, etc. Bref, il nous fait perdre des mois. Et à la fin, il nous envoie sa version du film. Et dès la première page, complètement dénaturé, mon personnage va emprunter de l'argent à un dealer de son quartier pour payer ses vacances. Je dis, mais ça n'a aucun sens. Je dis, pourquoi il ne peut pas payer ses vacances, en fait? Je dis, pourquoi il faut qu'il y ait un dealer? Pourquoi il faut que ce soit un truc de cité? Pourquoi, en fait? Et ils me disent, ouais, d'accord, c'est un peu cliché, mais ça rajoute... de l'authenticité? Non, ils me disent, ça rajoute de l'enjeu à ton personnage, etc. Le fait qu'ils doivent de l'argent à un dealer, etc. Je dis, oui, mais en fait, pourquoi faut qu'un mec de cité doive de l'argent à un dealer? Pourquoi il faut qu'il y ait un truc de drogue? Ils me disent, non, mais fais-nous confiance. Je continue de lire. Et en fait, c'est que cliché sur cliché. C'est que des blagues racistes. L'action se passait en Corse. Ils ont fait des clichés sur les Corses. Enfin, il n'y a rien qui m'allait. Et à la fin, je vais les voir. Je dis, bon, on est d'accord que ce scénario, il n'est pas bon. Ce qu'on s'était dit à la base, que ça ne devait pas être raciste, que ça devait être authentique. Il a rajouté des gags qui ne sont pas réalistes. Ce qui est vraiment chouette en t'écoutant, c'est, et ça j'aimerais que les auditeurs l'entendent, c'est tu aurais pu être impressionné par UGC, tu aurais pu être impressionné par ces scénaristes qui ont déjà eu... Et en fait, à aucun moment, tu es dans le compromis et tu te dénatures. C'est ça qui est chouette. Tu as une vraie intuition. Je ne sais pas où est-ce que tu as trouvé cette force, mais quand on est... jeune et qu'on arrive dans ce milieu, quand tu as un UGC, genre tu aurais pu dire d'accord, parce que tu avais tellement envie de faire un film. Oui, mais j'avais envie de faire un film, mais j'avais envie de faire un film qui me ressemble. J'avais pas envie de faire un film. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette force-là. J'avais pas envie de faire un film pour faire un film, parce que je vois ce qui sort au cinéma et c'est nul. Le nombre de bits qui sort tous les ans, c'est une catastrophe. Et je me dis, mais en fait, on est dans le même problème qu'avec la pub, c'est encore des gens qui connaissent rien, qui valident. Et donc, je veux pas me laisser faire. Et je leur dis, vous êtes d'accord que ça, c'est raciste? Et là, on est à ce moment-là, on est à la période où c'est les élections européennes, t'as Bardella qui est potentiellement, tu sais, on nous le vend en prochain Premier ministre, etc., tu vois. Les législatives, pardon. Le RN qui fait une poussée. Je dis, on va pas produire un film raciste à ce moment-là, en fait. Et ils me disent, oui, d'accord, toi, t'aimes pas. Mais nous, on sait que si on fait ce film-là, on le vend. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Parce que.
Et je leur dis oui, bah, moi, ce film-là, je veux pas le faire. Et ils me disent, bah, tu te rends compte que là, on est dans une impasse. Et je leur dis oui. Ils me disent, bon, bah, on fait quoi? Je dis, bah, soit on fait mon film, soit on le fait pas, en fait. Et ils me disent, bon, écoute, on va réfléchir. Et il se passe 1-2 semaines et ils me disent, écoute, on a une proposition à faire. Ce qu'on te propose, c'est qu'on te rachète ton film, on le produit, et avec le nom de l'auteur qui a réécrit dessus. Et que si t'aimes bien à la fin de la première projection, tu ajoutes ton nom dessus avec Casa. Si t'aimes pas, tu le signes avec un pseudo. Et je dis, mais pourquoi faire? Ils me disent, bah comme ça, t'auras fait ton premier film. Je dis, mais non. Je dis non, parce qu'en fait, je n'aime pas ce film. Fait que si je le signe avec mon nom, je vais pas être fier de ce film. Parce que le film ne va pas devenir autre chose entre l'écriture de blagues racistes et la vision de blagues racistes. Ça va être des blagues racistes. Et ils me disent, oui, mais t'auras fait ton premier film et du coup, tu pourras en faire d'autres. Et je leur dis non, parce que je vendrai mon nom en disant, vous avez vu, j'étais sur ce truc-là. Les gens vont se dire, ah ok, bah il fait ça, donc il va nous faire d'autres choses. Alors que je vais devoir leur dire, non, mais j'ai fait ça, mais j'aime pas du tout. Par contre, faites-moi confiance, c'est ce que le prochain film, il aura rien à voir, mais je saurai. Mais ça marche pas en fait. Ils m'ont dit, ok, alors dans ces cas-là, signe-le avec un pseudo, et comme ça, tu pourras dire que tu as fait un premier film, et tu pourras au moins toucher l'argent de ce premier film. Que des contresens par et je leur rapport dis, mais à en la fait, mais vérité ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Je vais pas dire que j'ai fait un pseudo, parce que ça voudrait dire que je n'aime pas ce film, et que je ne le valide pas. Donc je vais pas pouvoir me vendre en disant, je vais faire un autre film qui n'a rien à voir, en disant que j'ai fait un premier film que je n'assume pas. Et ils m'ont dit, oui, mais ça, au moins, ça te fera de l'argent, et tu pourras te retourner, et puis on en discutera après, et puis on te suivra peut-être sur le prochain. Bref, ils essayaient de me le vendre, quoi. Et avec Casa, on discute, et on se dit, bon, est-ce qu'on accepte ou pas parce que moi, je veux pas être associé UGC, ouais. argent. Ouais. Et Casa, il me dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je dis, moi, j'ai envie de leur dire d'aller se faire foutre. Il me dit, on les envoie se faire foutre. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. On les a envoyés se faire foutre. On a récupéré notre scénario. Parce qu'ils avaient l'exclusivité pendant 1 an, cette fois-ci. Parce qu'on n'avait pas voulu le signer pendant plus que ça. Et on se dit, on va retrouver peut-être un autre partenaire, tant pis, même si ils nous ont tous dit, ton film, il est passé dans 2 boîtes de prod. Je connais pas de boîte de prod qui vont l'accepter pour une 3e fois, sachant qu'il est passé. Tu vois, ils ont voulu me décourager aussi de pas leur céder le film. Mais on s'est dit non, on sait qu'on a un bon scénario, on sait qu'on a une bonne idée, on leur cède pas. Et tu repars sur ton dernier spectacle. Et en fait, contexte. Voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, vas-y, on arrête de demander la validation de faire notre film. On arrête de faire des trucs où on doit demander la validation. Le seul endroit où on s'exprime sans valider quoi que ce soit, c'est la scène. Donc avec Casa, on se dit, vas-y, on met le film de côté, on avance sur contexte. Là, on demande la permission à personne, on avance et on se lance. Raconte-moi, il a quoi de différent dans le ton, dans le fond, par rapport à ce que tu as pu faire avant? Qu'est-ce qu'il raconte, ce spectacle contexte? Ce spectacle, j'ai le sentiment qu'il fait du bien aux gens. C'est-à-dire que on est dans une période où on est submergé d'informations contradictoires, d'informations anxiogènes, d'informations absurdes, ce qui fait qu'on perd le sens de la vie en vrai, et qu'on se sent déprimé, et on se sent inutile, on se sent isolé, on est sous les informations d'extrême droite, etc. Et ça donne l'impression que la gauche n'existe pas. Les gens qui sont humanistes, les gens qui ont envie d'être ensemble, il n'y en a plus à la télé, quoi. Et dans tous les médias. On nous vend que de la peur. Et on s'est dit, vas-y, on va rappeler aux gens qu'en fait, on existe et qu'on est nombreux et que les médias, c'est pas la majorité du monde. Et on va leur tirer dessus comme eux, ils le font. Toi qui doutais de parler politique, tu es maintenant même sur Radio Nova dans La Riposte. Ouais. Tu dis ce que dans les médias traditionnels, on ne dit pas. Ouais. Qu'est-ce que la radio t'offre que la scène ne permet pas? Je pense qu'il me donne une certaine, j'allais dire crédibilité, mais ouais, une certaine stature que j'aurais pas pu avoir juste avec les réseaux sociaux. C'est parce qu'avec les réseaux sociaux, t'es juste un mec des réseaux sociaux, et quand t'es dans un média, puissant ou pas, en tout cas, t'as pas la même stature. Et donc, je sais qu'en faisant
la riposte sur Nova, on n'a pas l'audience d'une grosse chaîne de télé, etc. Mais on est la liberté. Ouais, on est une contre-culture. Et quand je vois comment la dernière fonctionne et est devenue numéro 1 en très peu de temps, je me dis, en fait, il y a des gens qui sont là pour nous écouter et qui ont besoin de ça. Et c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit à la sortie de chacun de mes spectacles. Les gens me disent merci parce qu'on se sentait seul. Et là, de rire ensemble de ce genre de sujet, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on est nombreux et qu'on peut en rire et qu'on peut se battre sur le terrain des idées et ça fait du bien. Et c'est ça que j'ai envie. Tu joues dans des séries, tu joues dans des films, tu fais de la radio, tu touches à tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Un même fil discret qui relie tes mots, tes gestes, tes ambitions. Tu saurais le dire? J'ai envie d'amener du positif dans la vie des gens et de leur donner de l'espoir et en même temps de leur donner peut-être des outils de se dire que les choses peuvent changer. Il faut rappeler aux gens qu'on n'est pas minoritaire parce qu'en vérité, la majorité des gens sont fatigués et ne votent plus. Et je pense que parmi l'immense majorité des gens qui ne votent plus, c'est surtout des gens qui pensent que la société dans laquelle on est ne leur convient pas et ils sont fatigués. Et ils ont, je pense, incorporé, entre guillemets, l'idée qu'ils ne changeront pas les choses, eux, ou tu vois, ce genre de choses. Et c'est ce que le système en place veut. Il veut que ceux qui sont en bas se disent, de toute façon, ça ne change rien. Tu as déjà écrit pour la scène, ouais. Pour la vidéo, pour d'autres. Tu viens de nous raconter cette longue épopée qui aurait pu, j'imagine, en décourager plus d'un. Ouais. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce projet? Le cinéma, l'écriture? Le cinéma, vois, toi, écrire? là, tu sais ce qui est le plus frustrant, c'est que là, il y a un film qui se fait avec notre point de départ de film. C'est-à-dire que ce scénario qu'on avait pendant plus de 5 ans, on nous a dit on peut pas le faire, on sait pas, machin, etc. On sait pas. Ça a été fait en Italie, ça a été un carton. Du coup, la France, une boîte de prod en France, a racheté les droits du film italien, qui est vraiment vraiment le concept de notre film. Ils le font en France. Je sais pas quand ça sort, peut-être bientôt là. Et en fait, ça nous prouve qu'on avait raison sur ce film. Mais une fois que c'est fait par quelqu'un d'autre, même si c'est pas les mêmes blagues, même si c'est pas le même scénario, tu pourras pas faire le tien après, derrière. Qu'est-ce que ça t'inspire? Des regrets? Plus de fougue? Non, je me dis que c'est des fils de pute, pour être clair. Parce qu'en fait, ça nous prouve qu'on avait raison. Qui me disait ce métier est une jungle? Moi, j'ai pas de regrets parce que moi, je sais que j'avais raison. Je sais que je me suis battu pour essayer de le faire et c'est eux qui l'ont pas fait. Donc moi, j'ai pas de regrets. C'est eux qui devraient en avoir. Ils auraient dû nous faire confiance. Et ce que ça me fait me dire, c'est que je ferai un film le jour où on me laissera vraiment faire ce que j'ai envie de faire et pas que j'ai à le valider. Cette liberté. Hakim Omiri, aujourd'hui, est-ce que tu as un agent? Oui. Ouais, j'ai une agente qui s'appelle Grossen Bacher. Et elle a compris là pour le moment que ça servait à rien de me proposer des trucs avec lesquels je serais pas 100% d'accord. C'est-à-dire que j'ai été abordé dernièrement pour faire des rôles dans des séries télé que j'ai décliné parce que le personnage, ses valeurs me plaisaient pas et j'ai pas envie de jouer pour jouer. Et avec la riposte et avec le spectacle, j'ai déjà énormément de choses à faire et de choses à dire. Et donc, je ne vais pas me compromettre. Je me laisserai faire ce genre de projet que quand ce sera 100% en accord avec mes valeurs. Hakim, qu'est-ce que tu dirais à ce jeune adolescent qui est face à cette humeur, qui est face à des rêves? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Lâche rien, crois en toi. Une phrase qui est à la fois bien et nulle, mais quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se donner les moyens d'y arriver. Te faire confiance parce qu'au début, tu es tout seul, mais tu vas rencontrer des gens qui vont comprendre ce que tu as envie de faire. Et Casa, c'est l'une des personnes qui fait que je suis encore là aujourd'hui et qui m'a soutenu et qui croit dans les mêmes choses que moi et
et avec qui je débat encore constamment, parce qu'on n'est pas à 100% d'accord sur tout, mais le fait qu'on débatte ensemble et qu'on soit vrai et intransigeant l'un envers l'autre, ça fait que ça nous tire vers le haut. Et la vérité, c'est que il faut à la fois s'écouter soi et écouter le monde dans lequel on est pour s'adapter et faire le mix nécessaire pour avoir quelque chose d'unique à proposer entre le monde réel et ce que tu as envie de faire dans ce monde. Merci Hakim. Merci. On va dédier cette belle interview à ta maman. Oui. Merci infiniment pour ce partage et à bientôt. À bientôt.